théâtrale que celle des grosses têtes aujourd'hui, avec des vedettes, peut-être les vedettes les plus populaires des théâtres parisiens. Un vieux de la vieille, Daniel Secaldi. Un regard noir vers vous quand vous avez dit vieux de la vieille. Vieux de la vieille, d'abord. La vieille qui? Ça sous-entend que vous vous êtes battu, oui. Que vous en avez réchappé, oui. que vous avez été courageux, que vous avez eu de la chance. Oui. Toutes choses dont un honnête homme a lieu de se féliciter. Voilà, merci. Alors, ça. Et puis, un jeune qui n'abuse pas de sa jeunesse, faut dire qu'elle a tendance à s'estomper un peu, Francis Perrin. Et un ancien jeune que le sport a conservé miraculeusement, on peut le dire, puisque on ne sait plus l'âge qu'il a, mais on sait qu'il a l'âge de ses succès et que ses succès dépassent parfois plusieurs années. Jacques Balutin. Et enfin, comme on dit dans les bonnes pharmacies, l'excipient féminin se présentera. L'excitant. Comment je dois prendre ça, l'excipient? Vous pouvez prononcer selon votre tempérament, sous les traits charmants et l'esprit original d'Isabelle Alonso. Elle a une très belle voiture. Ah, il n'y a rien de plus sexy que ma voiture. Et vu de... Oui. On s'est croisés. Bah, il paraît, manifestement. Puis-je vous poser la question qu'on posait aux messieurs il y a encore quelques années, et vous emballez beaucoup avec? Bah, pas du tout, c'est ce que je disais. Ah bah si, l'autre fois, là, c'est fait. Les moi. mecs restent en arrêt devant ma voiture, mais dès que je m'éloigne, ils sont toujours en arrêt devant la voiture. Non, Ils s'en non, foutent. je vous ai suivi, Isabelle. Le vélo, ça vous tente pas? Et laisse vous ça, le disiez, vélo. le sport qui m'a conservé. J'ai vu une émission un jour à la télé sur Winston Churchill, et il était déjà très vieux. Et le reporter lui disait, mais enfin, attendez, à votre âge, quelle forme vous avez? Comment est-ce que vous avez réussi à atteindre cet âge-là, dans cette forme-là, avec tous les soucis que vous avez eu pendant la guerre, etc. C'est vraiment enfin. Et il lui fait, no sport. Pas de sport, surtout pas. Et il disait aussi, je me porte bien à cause de ma prescription que je suis à la lettre, une pomme tous les matins, à condition de la lancer à la tête du médecin. Cela dit, il n'était pas très tempérant ni très sobre. Hein. C'est parce qu'il faisait pas de sport. Regarde Philippe, il est super. Philippe, il fait pas son âge. C'est parce qu'il n'a jamais pratiqué aucun sport. Ça, c'est une théorie de notre cher Jean Dutour qui dit, si on n'a pas fait de performance à 20 ans, eh bien, à 80 ans, il n'y a pas de baisse de forme, puisqu'on n'en a jamais eu. C'est vrai. Eh ben, voilà. Il a raison. Alors, je vous ai gardé pour l'heure d'œuvre une citation adressée par Monsieur Cattier d'Infi, qui a dit à propos des transsexuels: moi, je veux bien changer de sexe, mais à condition qu'on m'en donne un plus gros. Pourtant, c'est des proches. Frédéric Dard. Non, Jean-Yann. non, Francis Blanche. Vivant. non, mort. C'était pas Dac. Marcel Achard. Non. Oh, Marcel Achard. Dire, moi, je veux Non, bien c'est changer pas- de sexe, c'est la condition. Audiard, qu'on me donne un C'est plus pas gros. tout à fait dans le style. Non, non, c'est un homme qui a beaucoup fait involontairement pour les grosses têtes, car il ne savait pas qu'en accumulant les boutades et les axiomes... Sacha Guitry, alors. Non, nous Non, nous non, en c'est pas servirions Jean-Jean non plus plus. tard. Il Non, est pas- il est nous pas a mort depuis quittés il y a une très dizaine d'années. Une dizaine d'années. Il était venu avec nous. Il était venu Eh déjà. bien non, parce qu'il a toujours été sur une radio concurrente, sinon il aurait fait partie des nôtres. Biro. Non. Ah. Bon, une radio concurrente, ça peut être que sur Europe. Coluche. Mais oui. Ah, ben oui, oui. Mais enfin, Bonne réponse de Francis Perrin, bien sûr, c'est Coluche. C'est son style d'ailleurs. Oui, mais... Ça m'aurait plu que Marcel Achard ait dit ça. La tête de Juliette, hein. Et là encore, je pense aux hommes de théâtre que vous êtes. Question de Monsieur Lattré, qui a dit: combien d'acteurs paraissent naturels parce qu'ils n'ont aucun talent? C'est Guitry. Ça, c'est Guitry. Eh non. Et toc. Tiens. C'est pas Fédo. Eh non. C'est plus récent. C'est plus ancien que Fédo. C'est la biche, non? Non. Et c'est peut-être... Oui, c'est un homme qui a d'ailleurs écrit des pièces de théâtre. Mais bon, l'essentiel de sa réputation... C'était le roman. Non, c'était Renard. l'humour. C'était Jules ouais. Renard. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oh,
Il a écrit des belles pièces tout de même. Hein. Oui. Mais très peu, 4. Bon, qu'est-ce qu'il a écrit? Poil de carotte, le pain de ménage... Le plaisir de rompre, Monsieur Vernet. Oui, quand même. C'est pas des grandes pièces, hein. Non. Mais c'est du bon théâtre, oui. Non, Francis a un geste pour dire il dit pas le mot, mais il a un geste protubérant. Je m'exprime à la radio. Avec les deux mains. Question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'est-ce qu'on appelle au Québec le bénitier du diable? C'est le sexe de l'argent. Le sexe de la femme. Le sexe de la femme, exactement. Le bénitier du diable. On trempe son goupillon. Le goupillon n'est pas loin. C'est ça, oui. Oh, mais on tombe sur un Québec de temps en temps. C'était une bonne réponse de... Qu'est-ce qu'il a dit le sexe moi. C'est toujours Francis Perrin qui connaît bien la question. Oui. Non, je veux parler du Québec. Je veux parler du Québec. Hein. Ah oui. Il y a souvent d'ailleurs des locutions religieuses ou para-religieuses ou... Non, mais moi j'ai joué là-bas et 3 semaines et puis les gens étaient contents. Après ils venaient me voir, il y avait une dame qui vient. Ah, vous nous avez fait bien jouir. Mais c'est des expressions plaisir. comme ça qui. Oui, ça fait toujours plaisir. On se dit tiens. Le bénitier du diable, parce que le sexe de la femme, depuis saint Augustin surtout, qui le traitait de cloaque. Ça va, soyez pas désagréable. Oui, mais normal. C'est parce que je suis minoritaire à tout point de vue ici qu'il faut se lancer dans des trucs désagréables. Pas du tout, parce que je suis complètement avec vous, Isabelle. Oui, moi aussi, je suis tout contre. Complètement. Alors là, je trouve ça immonde. Non, je voudrais simplement mettre l'accent sur votre collusion avec le malin. Notre collusion avec le malin, non, celle qu'on nous prête. Vous êtes très malin vous-même, vous en faites. Non. Il a une toute petite fourche. Oui. Les femmes sont les auxiliaires du diable sur la terre. Bien sûr, c'est évident. Oui, vu par les mecs. Pour nous, vous êtes les diables en direct. Et on se plaint pas, on dit rien. On dit rien, Qu'est-ce que vous bavassez, surtout Saint-Augustin, il aurait mieux fait de se taire. On fait des émissions, on écrit des bouquins, vous avez du mal de nous. Vous avez la tronche de son église, là, Saint-Augustin. Je serais lui, moi, je m'écraserais. C'est pas gai, hein. Oh là là. Surtout que dans la première partie de sa vie, il n'avait pas craché dessus, hein. Sur quoi? Sur le bénitier. Oui. Question de Monsieur Blavier. Au Moyen-Âge, quand condamnait-on 2 femmes à être brûlées vives ensemble? Quand on les avait trouvées en Sambouli. Non. Oh non. Quand elles avaient été les maîtresses du même homme. Ça aurait été beau. Elles avaient. C'est pas quand elles tondaient le gazon, non? Non. Dommage. Non. Ça m'aurait plu, ça. Est-ce qu'elles avaient fait quelque chose ensemble, en dehors de leur mort? Elles avaient péché? Oui, elles avaient été complices dans un acte qui, à l'époque... Il y en avait une qui s'était fait avorter par l'autre? Exactement. En cas d'avortement, on brûlait l'avorté et l'avorteuse. Et allons-y gaiement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Desfossés. Quel point commun y a-t-il entre la reine Élisabeth d'Angleterre et l'empereur du Japon? C'est pas la taille, c'est pas les yeux. Il n'y a pas grand-chose apparemment, mais... Non. Bah si. Ils ont un droit, c'est un droit qu'ils ont? Les jambes, ils ont tous les jambes comme des baguettes, toutes les deux. C'est l'absence de droit, hein? Non. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, l'un ni l'autre. C'est un avantage de statut ou quelque chose qu'ils ont le droit de faire? Ou alors ils règnent ensemble sur une partie du monde? Non, ils ont des attributions supplémentaires. Elle a les mêmes attributs que lui? Non, attributions. Ah, bon. Ils sont les chefs de l'église de leur pays? Exactement. Ils sont tous les deux les chefs officiels de la religion nationale. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Dites donc, mon petit Daniel, vous n'êtes pas très brillant aujourd'hui. Non, mais je m'intéresse, écoute les autres, j'aime bien. Ça ne vous ressemble pas, ça. Hein? J'aime bien, j'écoute toujours beaucoup les autres. Généralement, vous attendez qu'ils disent des bêtises pour pouvoir vous faire la bonne réponse. Oui, ça va venir. Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Dans le catalogue des armes, à quoi servent les pistolets qui entrent dans la 7e catégorie? Pistolet d'alarme? Pas tout à fait les pistolets d'alarme. Pistolet de sel, non? Non. La 7e et dernière catégorie avec des armes tout à fait particulières d'un usage spécifique. Pour le tir. Du sel. À blanc? Non. C'est les revolvers qui servent à anesthésier des animaux. Ah, pour donner les départs des courses? Pour donner le départ des courses, il l'a dit. Bonne réponse de Francis Perrin. Cette Courbevoie. Qu'est-ce qui était mortel chez l'hydre de Lerne? De croiser ça vous dit rien, son regard. De croiser, c'est Hercule.
C'était une bébête pas sympathique, si vous voulez, je résume. Hein. Voilà, c'était mortel, son coup de queue. C'était pas son contact qui était mortel. C'est où l'hydrogène? Elle crachait. C'était rien que d'y penser. Oui, alors, donc, c'était son... Sa salive. Non. Ses respirations. Son souffle. Son souffle. Bah, elle connaissait pas l'hydre de Lerne il y a encore 10 secondes, et elle fait la bonne réponse. C'était le souffle de l'hydre de Lerne qui était mortel. Bonne réponse d'Isabelle Allons-y. C'est le point commun entre l'hydre de Lerne et Philippe Castelli. C'est la mauvaise haleine. Alors c'est une bébête fabuleuse, mais peut-être n'êtes-vous pas familière de la mythologie grecque. Comme ça, ni plus ni moins. Lerne, ça s'écrit comment, Lerne? L'herbe comme l'herbe, l'apostrophe. L-E-R-N-E en un seul mot. L'hydre de Lerne. L'hydre. H-Y-I-D-R-E. Oui, là, ça va. N'en rajoutez pas. Non, mais attendez, vous avez fait une bonne réponse, mais autant que maintenant... Bah oui, que je connaisse la question. On vous donne... Et alors, elle vivait où, cette bébête? Dans une grotte. Elle vivait tout dans des grottes à cette époque-là, alors. Question de Madame Fritz de Cornimont. Que découpa-t-on à la mort de Dagobert? Son pantalon. Son pantalon. Sa culotte. Sa culotte. Que découpa-t-on? Son empire. Sa couronne. Son empire. Son empire, exactement. Son empire, sa couronne. Bonne réponse de Francis Perrin et de Daniel Secaldi. Une première réponse de Daniel Secaldi. Nous allons pouvoir déboucher le champagne. Bon, j'ai dû trouver autre chose. Vous avez trouvé votre place. Avec beaucoup de difficultés. Non, mais nous nous souvenons du Secaldi que j'avais pu surnommer il y a longtemps, le Dutour du pauvre. C'est moi, du tour du pauvre. Toi, c'est le Dutour de bazar. Moi, je vais faire mon tour, rassurez-vous. Question de Madame Ledru. Qu'est-ce que le manteau d'Arlequin? C'est le manteau qui encadre le cadre de scène. Ce sont des draperies, hein, c'est pas un manteau. Des draperies, quelquefois, non, même pas des draperies. Elles sont souvent fausses. C'est de la toile peinte. Ça représente, très souvent, toile peinte, un rideau, un drapé sur le côté. Voilà, c'est une bonne réponse, masculine et spécialisée. Professionnelle. Est-ce que vous savez, Philippe, quels sont les trucs qui nous permettent de retrouver ce que c'est que le côté court et le côté jardin? Dites-moi. Quand on est en scène... Cœur court. Et pour le public, Jésus-Christ, j'y sais. C'est le truc le plus simple. Difficile. Hein. Ça me fait penser ça à l'histoire de l'amiral qui de temps en temps descendait dans ses appartements et puis ouvrait son coffre-fort, regardait un document et puis le refermait. Et quand il est mort, on a vu qu'il avait marqué rouge à bâbord et tribord. Gauche et droite. Oui. Mais il y a plein de moyens mnémotechniques comme ça. Regardez, stalactite et stalagmite. Stalagmite qui monte et stalactite qui tombe. Stalagmite qui monte, ça m'aurait étonné que vous ne reteniez pas ça, vous, évidemment. M'aurait étonné. Dis, ces deux putes qui sont sur le trottoir, et il y a des faits. Qu'est-ce que tu lui demandes au Père Noël? Elle dit, moi 500 balles comme à tout le monde. C'est mignon. Qu'est-ce qu'on rigole? Encore une histoire de pute, allons-y. Non, mais c'est un mec qui est dans un restaurant très chic, et il fait tomber sa petite cuillère. Et le garçon se précipite, et hop, il sort une petite cuillère de sa poche, et il lui met sur la table. Et le mec, il fait... Il dit non, c'est formidable, c'est rapide. Il dit oui, parce qu'on a un consultant qui est venu, convoqué par le directeur, et on s'est aperçu que quand on ramassait les couverts, le temps d'aller en chercher un, le temps de revenir, le temps de vous le remettre, ça nous faisait perdre à peu près 1 minute 30 par employé. Donc vous voyez le temps qu'on perd dans une journée. Donc moi maintenant, j'ai toujours la petite cuillère dans la poche. Il dit non, c'est formidable. Il dit c'est pour vous servir mieux, pour être plus rapide. Il dit c'est vraiment bien. Il dit mais si je peux me permettre, je vous dis ça doucement, mais parce que vous avez un bout de ficelle qui sort de votre braguette. Il dit oui parce que le directeur a amené un consultant et on s'est aperçu que le fait de se laver les mains quand on allait aux toilettes, on perdait environ 1 minute 30 par chaque fois qu'on allait faire pipi. Donc moi je me suis mis une ficelle, comme ça je la sors avec la ficelle, je la tiens pas, donc j'ai pas besoin de me laver les mains, donc je gagne 1 minute 30. C'est formidable. Il dit oui, vous allez faire pipi 5-6 fois, regardez 5-6 fois 1 minute 30 sur une journée, c'est énorme, sur 30 employés. Il dit oui. Et il dit mais excusez-moi ça, bon vous la sortez avec la ficelle, vous la tenez avec la ficelle, bon d'accord, mais comment vous la rentrez? Ah, il dit je sais pas comment font les autres, mais moi je prends la petite cuillère. Allez, très joli. C'est super. Gentil, pour quelle raison les armateurs ont-ils décidé de faire construire des super tankers?
À cause de la fermeture du canal de Suez après la guerre des 6 jours. Exactement, c'est exactement la raison qu'il fallait donner. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Quand ils ont rouvert le canal, les tankers pouvaient plus passer et ils ont été obligés de ne pas s'en servir de toute façon. C'est bête, hein. Nous avons seulement la bonne réponse, mais le commentaire qui va avec. Question de Monsieur Gragnon. Autrefois, quand disait-on d'un héritage qu'il tombait en quenouille? Quand c'était une fille qui héritait. Non. Quand c'était une bergère. Quand il n'y avait pas d'héritier. Alors c'est vrai que ça se disait aussi quand il n'y avait pas d'héritier mâle. Mais ça se disait également quand il n'y avait pas d'héritier. Quand il n'y avait pas d'héritier du tout. Mais qu'il y ait une femme ou personne, c'est la même pareil à l'époque. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci à Daniel Secali. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qu'est-ce qu'on fabrique avec du sperme de cafard? Du sperme, pas grand-chose d'intéressant, j'imagine. Des petits cafards. Non. Des gros cafards. Et qui c'est qui le récolte? Des branleurs de cafards. Elle a raison, Alonso. On cherche des professions, mes enfants. Mais attention, il y a aussi des métiers qui... Pas beau de cafarder, hein. Oh là là. Et c'est des grosses de bêtes. cafards. De l'insecticide. Mais comment? Alors on n'est pas loin, oui. D'une façon plus précise. Un truc qui stérilise les autres insectes? Non, c'est pas un insecticide tous insectes, mais c'est un peu pour les moustiques. C'est pour faire tuer les mouches. Tuer les moustiques. Les mouches, exactement. C'est du papier tue-mouche. Bonne réponse, très bonne réponse d'Isabelle Alonso et Jacques Balutin. Comment récupère-t-on comment recueille-t-on de cafards? Il faut des gens très adroits. Ils font comme pour les vaches, ils font des faux cafards femelles. Tu vois, ils mettent une peau de cafard femelle et le cafard, lui, il arrive, il voit pas, et en dessous il y a un petit truc pour récupérer la goutte. Question de Monsieur Gautreau. Dans quel habit Gérard Philippe fut-il inhumé? Dans le Cid, on imagine. Dans le costume du Cid. Bonne réponse collégiale mixte. Moi, je me souviens de Dieudonné qui avait interprété Napoléon et qui avait demandé à être inhumé dans le costume de... Il a fait que ça toute sa vie, Dieudonné. Alors, évidemment que c'est normal. Pas au début, non, il n'a pas fait ça, mais il a pas fait ça tout de suite. Mais on sait qu'il était un peu givré, il se prenait vraiment pour l'empereur. Moi, je l'ai connu dans les dernières années et on lui disait, Sire, Votre Majesté, il trouvait ça normal. Il y a Bela Lugosi qui s'est fait enterrer, je crois, dans le costume de Dracula, il me semble. Il dormait dans un cercueil. Non, mais je crois que Gérard Philippe, ça n'a aucun rapport. Je crois qu'on l'a enterré parce que c'était un mythe et que justement il représentait quelque chose d'extraordinaire. Vous croyez qu'on a fait ça sans qu'il soit d'accord? Bah oui. Et on n'avait pas lui demandé son avis, hein. De toute façon. Non, mais généralement, c'est des choses qu'on prévoit quand. C'est vrai que je me souviens, moi, quand on a annoncé sa mort, j'étais dans une salle de cinéma aux Champs-Élysées. Ils avaient éteint la salle pour annoncer ça. Je sais que les gens étaient assez bouleversés. Et le soir, Jean Villard, qui joue à ce moment-là une pièce que tu as jouée qui s'appelle Thomas More, avait fait un discours d'1 minute extraordinaire sur la. C'était très très émouvant. Je crois que la France entière et même le monde avait été remué par cette disparition en 59. Question de Monsieur Rapin. Qu'affine-t-on dans les fleurines? La crème fraîche. Et non pas le beurre. Qu'affine-t-on dans les fleurines? Ça c'est le contrepétrie. Du fromage? Oui, je sais pas, du Roquefort. Exactement, bonne réponse de Jacques Balutin. C'est rien. Mais... Avec la fausse modestie qu'on lui connaît, c'est-à-dire, il dit moi je sais pas, et puis il donne la bonne réponse. C'est parce qu'il est en société qu'il répond comme ça. Je suis une petite abeille. Non, il est instinctif. Il est plus qu'instinctif, il est illuminé. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, et un illuminé parmi autant d'allumés, ça se remarque. Oui, forcément. Une question d'histoire, et pas d'aujourd'hui. Question de Monsieur Lavial. Qui a été exécuté en 46 avant Jésus-Christ dans la prison Mamertime? C'est un cafard parce qu'ils n'avaient pas de quoi tuer les mouches dans ce putain de prison, donc ils écrasaient les cafards. C'était un sacré petit chrétien, non? C'était pas un chrétien 46 avant Jésus-Christ, c'était pas un chrétien. Il y avait peu de chrétiens avant Jésus-Christ. C'est lui le mec cultivé. 46 avant 46 avant Jésus-Christ, c'est un chrétien. Avant Jésus-Christ.
Impeccable. On a assassiné un mec. Un assassin, c'était un assassin. Un gars bien. Un gars bien. Qui a inventé quelque chose? Non, mais enfin, bon. Un philosophe? Il a fallu que la BD s'en mêle pour vraiment le réhabiliter. Alors, Moïse... César? Non, la BD. Pas loin. Il a croupi pendant des années dans cette prison. Ah, qu'est-ce que vous voulez, malheur aux vaincus. C'était un grec? Vercingétorix. C'est Vercingétorix. Bien sûr. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Je crois d'ailleurs qu'on l'a un peu étranglé au fond de sa prison. Hein. C'est combien de temps? Plus de 10 ans, je crois. Ça. Il s'est rendu après avoir été vaincu à Alésia et il aurait pu partir. Il y avait une station de métro pas loin. Il avait qu'à continuer un peu jusqu'à la porte d'Orléans, il était sur la 6. L'autoroute, là, à droite. Il avait l'autoroute tout de suite. À droite, tout de suite, il y était. C'est pas con. vrai. Monsieur Tabar, naguère ou jadis, quel était le rôle du crédencier à la cour royale? Il récupérait du pognon. Non. Crédence. Le crédence, c'est une crédence, c'est une table. Un meuble. Alors, la crédence est un meuble à usage plutôt religieux d'ailleurs. Oui. Enfin, on peut en trouver dans les intérieurs bien meublés. Et le crédencier avait un rôle qui n'avait rien à voir avec la religion, mais qui était très important. Il ne quittait jamais le roi. Ça consistait à l'habillement du roi? Non. C'était pour noter tout ce que l'autre pouvait dire. Les bonnes paroles qui tombaient de la bouche du roi, lui, il notait. Il notait les... Je sais pas ce que venait de dire ses visiteurs. Il notait rien. Ah non, il le suivait partout. C'est lui qui avait son papier. Non, ça c'était un membre de l'entourage aussi, mais qui était chargé de la garde-robe. Il lui tenait la main, il lui donnait quelque chose? Des mouchoirs à la portée de la main. Il le quittait jamais. Ses ornements, son cep. C'était de l'ordre médical, il portait, surveillance, non. Aussi bien quand il était à Versailles que quand il voyageait. Et ça a rapport avec la crédence, justement, avec le meuble? C'est pas sans rapport avec la crédence, oui. Il avait quelque chose pour écrire, toujours un portefeuille? Non. Il avait un instrument à propos le crédencier? Non. Il était simplement là. Il était là et il faisait quelque chose que le roi devait faire plus tard. Il faisait les annonces? Il faisait ses prières à sa place? Non. Il faisait quelque chose que devait faire le roi. Par rapport aux lois, par rapport aux choses comme ça? Non, pas du tout. Il a toujours eu ça toute sa vie ou c'était avant Il goûtait avant? Oui. Il goûtait les plats? Il goûtait les plats avant le roi. Voilà. Et d'ailleurs, suffisamment longtemps avant lui, pour que s'il y avait eu des plats empoisonnés, il ait été frappé à la place du roi. Le roi mangeait froid tout le temps? Non, mais c'était les mêmes plats. Mais ils avaient des fours à micro-ondes, il ne faut pas les prendre pour des cons. Bonne réponse de Jacques Balutin qui l'a soufflé à Francis Perrin. Ensemble. Ils avaient des fours à micro-ondes. Hein. Vous savez que c'est que sous Louis XIV, il y avait 200 mètres entre les cuisines et la table du roi qui était souvent dans sa chambre, et les sauces et les plats arrivaient froids et figés. Et c'est un gars de sauce qui a été très récompensé richement, dont je ne sais plus le nom, qui a inventé les chauffe-plats. Ah oui, non, mais c'est sous Louis XIV. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est toujours bon à savoir. C'est sous les plats ou sous Louis XIV? C'est les deux. De Madame Trudeau, alors une question encore sur Louis XIV. Alors là. Comment Louis XIV fit-il taire les commérages qui accusaient Molière d'avoir épousé sa fille? Il devient le parrain de son fils. Exactement. Bonne réponse de Francis Perrin, successeur de Molière. Et son fils, d'ailleurs, fait qu'il avait appelé Louis. Mais on l'a dit avec beaucoup d'insistance. Non, on l'a dit. On voulait beaucoup de mal à Molière pendant toute sa vie parce qu'il avait beaucoup de succès. Mais dans le fond, on ne sait pas bien quel homme c'était Molière. Non, mais vous pensez bien. Il y a le registre de Lagrange, mais ça... Il y a très peu de choses, c'est très sec, c'est professionnel. Mais vous pensez bien qu'on l'a même accusé de ne pas avoir écrit ses pièces lui-même et... ça oui. Corneille qui les a écrits, c'est ridicule. Shakespeare aussi, on a dit c'est pas Shakespeare qui a existé. Alors on a dit pire, on a dit Shakespeare n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. C'est un gars qui s'est appelé Shakespeare qui a... Mais vous savez qu'il y a quand même une chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun manuscrit de Molière. Mais vous savez aussi, à cette époque-là, on n'a pas retrouvé aussi les... Racine, il n'y a aucun manuscrit, parce qu'à cette époque-là, il répétait les pièces, il fallait ramasser à partir de copies, il les donnait au libraire qui imprimait et qui brûlait tout, parce qu'il ne gardait pas les trucs manuscrits. Il n'y avait pas de disquette, il n'y avait rien. Non. Comment il n'y avait pas de disquette? Attends, les Égyptiens, ils en avaient des disquettes déjà, alors ils auraient pu quand même. Mais même la pièce des Précieuses, ridicule, a été imprimée contre son gré, Molière. Il ne voulait pas que ça soit imprimé. Et on l'a imprimé, donc on a apporté le texte que lui n'a même pas apporté.
donc un comédien où les gens l'ont apporté. Donc après, il détruisait, c'est tout à fait normal. Il n'y a ni Corneille ni Racine, je te ferai remarquer. Enfin, il n'avait pas l'impression d'écrire pour la postérité, lui. Racine, on a trouvé un. C'est peut-être pour ça qu'il écrivait bien. Attendez, si on n'a jamais retrouvé des manuscrits, comment est-ce qu'on sait qu'on a des pièces maintenant? Parce qu'elles ont été imprimées. Curieusement, si on vous les originaux. Pas du tout. Mais on embête Madame Alonso. Sauf curieusement, qui pense que Molière, c'est l'homme qui a inventé les pavillons qui portent son nom. Ah ouais, c'est ça. Non mais, chose curieuse, Don Juan a été imprimé après sa mort, donc on avait quand même gardé le manuscrit. Oui, non mais oui. Bien. Bon, c'est formidable. On a été même là, on est culturel. Notre émission. On est culturel, là. Enfin, tout de même culturel. Ah non, elle est vraiment culturelle. Hein, et peut-être un peu trop pour certains. Limitation. Oui. Mais c'est drôle qu'une femme aussi intelligente, par ailleurs. Oui, par ailleurs. Parce que pour un jour, on ne dit pas de conneries énormes, de bêtises. Tout d'un coup, c'est allez, on s'emmerde, allez, on y va au chaud. Non, mais c'était très intéressant parce que c'est vrai, il y aurait eu Gala et Voici à l'époque, on saurait tout sur Molière maintenant, alors qu'on sait rien et qu'on est bien emmerdé. Voilà. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça. Mais est-ce que vous croyez que vous auriez autant d'humour si Molière n'avait pas existé, madame? Oh, certainement pas. Puis il n'était pas misogyne ni rien. Qu'est-ce qu'il y a à foutre, Molière, là-dessus? Pas du tout. Alors, pas du tout, justement. Germaine. Il a derrière les gonzesses. Angélique de Georges Dandin, relisez ce qu'elle lui balance aux hommes. Dis donc, il était gonflé de faire ça. Alors, je vais m'énerver. Non, mais vous avez raison. Alors, une question. Et les femmes savantes? Oui. C'est misogyne? Ça, il est bon qu'une femme ait des clartés de tout, et c'est quoi après? Il est bon comme ça, je ne sais pas tout. Hein. Il est bon qu'une femme ait des clartés de tout. Il ne sait même pas son texte, il vient me dire des trucs. Attends, il a rarement joué les femmes savantes. J'ai jamais joué les... Pas encore. Non, pas encore. Dès qu'il va pouvoir se mettre une perruque, il va le faire. Bientôt. De Verlinghem. Pourquoi en 1895 le physicien allemand Röntgen baptisa-t-il les rayons qui portent son nom de rayons X? Parce qu'il savait pas ce que c'était. Il savait pas ce que c'était, exactement. Il était comme Isabelle Alonso. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Madame Fongarnant, qui fut élue à l'Académie française et composa un discours de réception dans lequel il prônait la liberté et que Napoléon courroucé ne lui permit pas de prononcer. Chateaubriand? C'était Chateaubriand. Bonne réponse de Daniel Secaldi, qui fait sa rentrée culturelle. Voilà, ça c'est de la culture. Voilà, ça c'est bien. Je recommence à vous épater, mon petit Philippe. Mais... Vous me retrouvez. Oui. Il y avait une tristesse de votre œil, mais il est nul. Je voyais un des piliers du temple s'écrouler. Mais Chateaubriand, vous aimez pas ça, hein, sauf au restaurant, quand c'est bien tendre. Ah non, c'est le contraire, j'aime bien Chateaubriand et j'aime pas en manger. Et vous aimez bien Chateau. Vous pouvez me citer quelques œuvres de Chateaubriand, comme ça? Des œuvres? Non, je peux vous citer une lettre que lui a écrite une fan. Non, mais citez-moi une œuvre plutôt, parce qu'il est passé à la postérité pour ses livres, pas pour son courrier. Les Mémoires d'outre-tombe. Très bien. C'est bien, mais voilà, Atala. René. Les Natchez. Oh là. Et il faut se cramponner pour lire ça aujourd'hui, quand même. Et puis il y a le voyage, comment ça s'appelle là? Le voyage de Monsieur Perrichon. Non. L'itinéraire, non. Itinéraire d'enfant gâté. Ils l'ont fait en film avec Bebel et Richard. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle pas l'itinéraire de Rome à Jérusalem. Personne ne va te contredire. Je n'ai pas lu celui-là. Question de Madame Humez de Saint-Étienne-du-Rouvray. Quel est le nom de la femme dont rêve Don Quichotte? Dulcinée du Toboso. Dulcinée du Toboso. Il fallait donner le nom en entier. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, mais c'est de la famille à elle. Hein. C'est de sa famille, alors évidemment. Oui. Mais vous êtes tous les deux, hein, d'origine hispanique. Oui, absolument. Mais elle aurait pu dire Dulcinea, déjà, ça aurait été un peu... Dulcinea del Toboso. Del Toboso. Son prénom est plus connu que son nom, si je peux me le permettre. Oui, c'est pas son nom, c'est un village, El Toboso. Et moi, El Toboso, je connais pas parce que la Vuelta, il passe pas, et le Tour de France non plus. La suprême consécration pour un auteur, c'est de laisser un personnage dont le nom propre devient un nom commun. Une Dulcinée. Et Maritorne, c'est aussi Cervantes qui l'a inventé, hein? Maritornes. Ah, Maritornes, c'est bien d'avoir un espagnol près de soi. C'est bien, hein? J'ai pas fait les présentations. Monsieur Buenos, Madame Alonso. Pas Maricone, non? J'ai pas entendu. Et vous avez pas beaucoup de grands auteurs en Espagne, mais celui-là, il tient bien le coup. Oh, commencez pas à m'énerver, hein? C'est pas parce que vous les connaissez pas qu'il y en a pas.
Qu'est-ce qu'il y a par la paella chez vous? La zarzuela, par exemple, ce qui est très très bon. Oui, d'abord la zarzuela. Vous savez pas ce que c'est? C'est l'opéra espagnol. Ouais, l'opérette. Oh, l'opérette, tout. Eh ben, l'opérette, si vous voulez. C'est Offenbach. Oui, c'est plus près de la chansonnette que de Wagner. Voilà. Non, c'est pas vrai. Oui, que de Wagner, oui, mais c'est pas de la chansonnette, c'est vachement joli. C'est joli. C'est de la l'opérette. Question de Madame Bigleser. Nous en avons 2 de flottantes. De quoi s'agit-il? C'est pas les miennes. Les côtes, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ce sont les 2 dernières côtes qui ne sont pas rattachées au sternum. De Madame Lormeau. À quel Français doit-on la première montre à remontoir? Monsieur Lippe. Lippe. Bon, c'est avant. C'est pas Cartier, non? Non, non. Et il n'est pas connu que pour cela. Descartes. Un mec comme ça. Ouais, Victor Hugo. Un mec comme ça. Beaumarchais, qui était horloger. Mais oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ça, c'est de la culture. Ça, c'est de la culture. Voilà. Ça s'invente pas, tu comprends? Question de Madame Bigleser. Question d'histoire presque contemporaine. Un peu morbide, je vous l'accorde. Comment la femme de Göring s'y prit-elle pour lui faire parvenir la capsule de cyanure qui lui permit de se donner la mort? Mais il était en prison? Comment lui fit parvenir? Parce qu'au moment où il a pris l'ampoule, il était en prison? Bien sûr. Oui, il était en prison depuis qu'on l'avait arrêté, et après le verdict de Nuremberg. Elle est venue le voir? Elle est venue le voir. Ah oui, alors donc. Et ils ont fait un câlin. Elle lui a roulé une pelle. Non. Exactement. En l'embrassant lors d'une de ses visites à la prison. Elle lui a passé. Elle est gonflée. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Elle est gonflée. C'est la capsule avait pété. Elle est gonflée parce que. Ah bah oui. C'est ça l'amour. On l'a ranimé d'ailleurs plus ou moins à la dernière minute. Il est passé en jugement, Nuremberg. À Nuremberg, il a été condamné à mort. Voilà. C'était après ça. Et il ne voulait pas être exécuté, donc il voulait faire ça lui-même. Une question de Madame Lepelay. Dans quelle ville est attribué le prix Nobel de la paix? Oslo. Ah, oui, les autres Nobel sont attribués à Stockholm. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Monsieur Maurice, par quel mot, en fait 2 mots, commence toujours une Bible? En ce temps-là? Non. En vérité... une Bible, les premiers mots de la Bible. Les 2 oui, c'est ça. Il y a Dieu? Non. Il y a bonjour. Il était une fois. Première page. Aléa Jacques Taès. Jéhovah. En ce temps-là, il y avait. Essayez de vous souvenir par quoi, chronologiquement, on peut commencer. Ah si. Non. Le premier jour. D'abord, premièrement. Alors, le premier jour. C'est un peu ça, mais c'est dit autrement. À l'origine. Alors, c'est plus à l'origine, mais c'est une expression... Au début. Alors, c'est pas début, au commencement. Au commencement était le verbe. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Au commencement. Ça dépend, le verbe, tu peux le mettre au milieu de la phrase. C'est normal que Daniel ait trouvé, c'est le plus ancien d'entre nous. Oui, il a connu Moïse. Il était en bas, quand tout est descendu avec ses tablettes, il était là. Question de Monsieur Thibault Latismons. Quel sociétaire de la Comédie Française, contraint de démissionner en 1789, ouvrit un établissement rival à l'enseigne du Théâtre Français de la rue de Richelieu? C'était Baron? Non. Non. Non, 1789. 1789? Oui. Juste au début. Mais c'était Talma. C'était Talma. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Talma. C'est quand même un personnage considérable, ce Talma. Il a inventé plein de choses, y compris les conditions habituelles du spectacle aujourd'hui. Surtout non, il a repris ce qu'avaient lancé Clairon et Lequin. C'est-à-dire qu'il a réappris à utiliser les costumes de l'époque pour jouer les tragédies notamment. C'est lui, il a fait... Et à éteindre la salle aussi. Et à éteindre la salle, non, elle était éteinte souvent. On dit quand même qu'avant lui... Girandole peut-être. Mais c'est lui, il a notamment demandé à David, je ne sais plus pour quelle tragédie, je crois que c'était pour un, il a demandé à David de lui dessiner son costume qui soit fidèle à la tradition romaine. Et puis après, il lui est arrivé un tas de bricoles. Il était très, très, très ami, c'est vrai, avec l'empereur, qui l'a aidé beaucoup. Tu es d'accord? Complètement. C'est un personnage très étonnant. Et qui a vécu vieux. Assez vieux.
Il y a Isabelle qui s'endort, faudrait peut-être qu'on arrête. Mais non, je m'endors pas. Expliquons-lui qui est Talma. Il n'était pas espagnol. C'est un grand matador. Il n'était pas espagnol. Talma de Cordobés. Et c'est tout, mais il s'est fait dessiner un costard de matador, mais romain. Il était aussi précurseur, il a joué en anglais. Il est parti très jeune en Angleterre où son père était dentiste. Et il était dentiste et valet de chambre. Il a emmené Talma en Angleterre. Il s'appelait pas Talma d'ailleurs. Le père s'appelait pas Talma, mais l'anagramme Tamal. Tamal aux dents, oui. C'est ce qu'il disait ses clients. Tamal. Et l'autre a dit, je m'appellerai Talma. Et il est devenu comédien, m'a l'air de rien. Et alors, il a joué en anglais, il a joué à Londres, il jouait dans des petits théâtres de société. C'est là qu'il était repéré. Et on lui a autorisé à jouer en anglais. Et puis après, il est revenu à Paris. Et il parlait très bien anglais. Ce qui, à la Comédie Française, l'a énormément servi. Ce qui lui servait beaucoup. Question de Madame Dagan. Pourquoi Lindbergh avait-il baptisé son avion Spirit of Saint-Louis? Parce qu'il habitait Saint-Louis. Parce qu'il non. C'était religieux, c'était carrément religieux peut-être. Ah non, faut le savoir. Saint-Louis. Ça a quelque chose à voir avec Saint-Louis, le français? Le nôtre? Le nôtre? Non. Bon, la ville de Saint-Louis? Non. Parce que c'est là qu'on a construit son avion? Non. Faites pas le dégoûter, on dit pas des trucs très cons là. Non, mais c'est pas la moue, hein. Je veux dire, c'est tout à fait intelligent, mais pas adapté à ma question. Non, j'ai pas dit que c'était intelligent, mais. C'est à cause de ton enfant? Non. Ah non, il n'était pas encore enlevé. Il n'était pas encore enlevé. Non. Alors. Est-ce qu'on n'appelait pas Spirit of Saint-Louis un vent précis ou un courant? Je vais vous donner une indication, mais elle ne sera pour vous une indication que si vous savez de quoi il retourne. Ah bah si c'est l'avion, il faut faire attention. En ce cas précis, il s'est conduit comme se serait conduit Mozart. Ben pourquoi il a fait une œuvre? Non. C'est un hommage à un précurseur? Non. Il compose un truc, il lui donne un nom? Non, mais enfin, il avait en commun avec Mozart quelque chose, il devait y avoir que ça, et c'est cette particularité qui l'a incité à baptiser cet avion qui est devenu célèbre, Spirit of Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'il pouvait avoir en commun avec Mozart? Il jouait du clavecin? Non. Il composait de la musique? C'est un enfant prodige? Son père était autrichien? Non. Sa mère est autrichienne? Mais petit chien? Oubliez Mozart parce que je m'aperçois. Mozart. Allez. À cause du génie? Non. Mozart, mesdames, Mozart, mesdemoiselles, Mozart, messieurs. Allez, on va oublier Mozart. Bon, c'est vrai. Trop subtil pour nous, c'est ce que vous voulez dire. Oui, ça nous aide. Non, mais bon. Non, mais faut être sur la même longueur. Si on ne connaît pas cette particularité, ça vous embrouille et ça ne vous. Ah, c'est parce que dans son avion, on lui a dit Amadeus. Parce que ce sera plus confortable. Mozart. Est-ce que le mot Spirit of Saint-Louis représente quelque chose, au moins, où c'est un truc? Ça représentait quelque chose pour lui qui n'avait rien à voir avec l'aviation. Quelque chose de religieux? Il était franc-maçon. Il était franc-maçon. Voilà. Et c'était le nom de sa loge. De sa loge. Voilà. Eh oui. Et voilà. C'est parce que Mozart était franc-maçon que tout à l'heure, j'ai essayé de vous mettre sur la voie. Bonne réponse. Daniel Secaldi, confirmé par Isabelle Alonso. Bravo, Secaldi. Merci, mon petit Balu. Ça vient de loin, ça. Hein? Ouh là là. Que fait-on chaque année à Paris, à l'angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent? Les vendanges. Les vendanges de la vigne de Montmartre. Eh oui, bonne réponse collégiale. C'est pas un très bon vin, mais c'est un moment émouvant. C'est sympa. Il y a tout, il y a le garde champêtre, les poules beaux. C'est drôle, c'est une belle tradition. Ah oui. Il est dégueulasse, le vin, faut être franc. Oui, mais on s'en fout. Exactement, mais c'est bon, c'est pas pour le vin. C'est très mauvais. Ils en abusent pas, puisqu'ils doivent faire, je sais pas, 200 ou 300 bouteilles, pas plus. Et encore. Et ils les vendent. Oui, c'est très bien. Oui, ils les vendent au profit des vieux de la commune. Oui, c'est très bien. Très sympa. Question de Monsieur Pontel. Dans l'histoire du théâtre, quel est le rôle en vers le plus long? L'école des femmes. Arnold, c'est l'école des femmes ou Cyrano. Ou Cyrano de Bergerac. C'est Cyrano. Cyrano qui vient en tête avec, donnez le nombre d'Alexandrin. 1200, je crois. Un peu plus. Oui. 1300. 1800, je dirais, moi. Alors, j'ai preneur à 1800. Je dis 1400. 1500. 1500. À 1500, l'enchère est chez Monsieur Daniel. 1550. 1542.
1542. 1560 vers. On se rapproche. 1500. 1600. Il l'a dit. Bonne réponse de Francis Perrin. Aranoff, il a en plus la réputation d'être très difficile à apprendre. Absolument. Alors que Cyrano est plutôt facile. Cyrano est très facile. D'ailleurs, il est sans doute, mais c'est à vous de me donner la réponse, il est sans doute plus facile d'apprendre des vers que de la prose. Oui, sûrement. Bah oui, parce qu'on a un certain rythme et on a des repères. Oui. Question de Monsieur Bonduel. Dans quel lieu un pape s'est-il rendu pour la première fois le 12 avril 1986? C'était Jean-Paul II, bien sûr. En Israël? Non, mais avant lui, aucun pape n'avait pénétré dans ce lieu. En 86. Auschwitz? Non. Il a beaucoup voyagé, notre camarade. C'est qui? C'est l'actuel, là? Ah oui, c'est Jean-Paul. Ah là, alors là, dis donc, on n'est pas sorti parce qu'il a bougé, lui. C'est en Afrique, non? Peu importe. C'est dans un lieu. Dans une synagogue? Dans une synagogue. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Dans une synagogue. Encore une question religieuse de Madame Well. Qu'appelle-t-on une année d'ostension? Pourquoi c'est religieux? C'est chez les chrétiens, ça, hein? C'est chez les... Oui. Hein, d'ostension. Parce que c'est quelque chose qui se montre. Oui, bien sûr. Ah oui. Alors on sort quelque chose de quelque part? Oui. Ah, écoute, Mais en tout bien, tout honneur. Hein. On a bien progressé, là. Non. On sort une relique. Exactement. Ah, c'est une année durant laquelle... On sort les os du Christ? Voilà, on expose... Toutes les reliques. Toutes les reliques. On propose à la vénération des foules fidèles. des reliques. Voilà. Il y a des années pour ça. Bonne réponse de Jacques Balut. Et encore une question religieuse de Madame Varin. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Bah, il y a des séries comme ça. Ah oui, hein? Quelle est la particularité des fêtes de Pâques et de l'Ascension? Elles sont fixes, non? Non, elles ne sont pas fixes. Elles sont fixées. Le délai entre Pâques et l'Ascension est toujours le même. Oui, mais... Oui, ça tombe C'est toujours un dimanche. jeudi et toujours un lundi? Non, c'est toujours un dimanche et un jeudi. Ça toujours un dimanche. Alors elles sont... Un jeudi, Elles sont fixes. Fixes? Non. La preuve qu'elles sont pas Elles fixes. dépendent l'une de l'autre, en tout cas. Oui, il y a la deuxième Elles dépend sont de la fixées par première. rapport à la Lune? Oui, Non, donc on peut le dire que ce Xème sont jour. des fêtes... Lunaire? Non, des fêtes... Lunatique? Non. Non, qui bouge. Voilà, donc quand ça bouge, on dit que c'est... Mobile? Mobile, des fêtes mobiles. La preuve, c'est que si vous n'avez pas le calendrier de l'année, vous ne connaissez pas la date de On est Pâques. très embêtés pour partir au ski. Voilà. Ah oui. On vous applaudit pas parce que ça a été pénible. Hein. Question de Monsieur Liégeois. Qu'est-ce que l'esquimotage? C'est quand on mange des glaces pendant les entractes au cinéma. Mais non, ce sont les kayaks. C'est en kayak. Quand on est esquimau, quand ils se retournent et ils se ressortent de l'autre côté. C'est-à-dire ils font un tour sous l'eau. Voilà. Très bien. Et c'est pas de la tarte à faire, croyez-moi. C'est dur, hein. Il faut vraiment être esquimau pour faire ça. Ouais. Ou alors kayakeur, professionnel. Ou les deux. Ou alors esquimau kayakeur. Esquimau kayakeur. C'est le meilleur. Esquimau kayakeur. Moi j'ai kayakiste, j'ai kayakiste, oui. Mais le kayakiste est peut-être un esquimoteur qui a eu une petite grosseur dans le ventre. Bonne réponse de Jacques Balut. Moi, heureusement que j'ai pas été ça, enfin dans mon métier, parce que qu'est-ce que vous faites? Je suis esquimoteur kayakiste. Enfin, un quart d'heure pour dire ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai préféré faire acteur. C'est court. Dernière citation de Monsieur Danon qui a dit: un baiser, c'est un secret qui prend la bouche pour une oreille. Victor Hugo. Non, un baiser, c'est un secret qui prend la bouche pour une oreille. C'est une femme? Non. C'est Edmond Rostand. C'est Edmond Rostand, mais n'ayez pas peur de le dire. Bonne réponse de Jacques Balutin, bravo, merci, à la prochaine.